Bienvenue aux informations. Hier, le Premier ministre Diango Sissoko était à Banamba pour rencontrer les forces armées nigérianes. Mahamadou Doumbia est notre envoyé spécial. Retrouver l'intégrité du territoire national, bouter les terroristes narcotrafiquants hors de notre pays, telles sont les ambitions des forces armées françaises, africaines et celles d'autres pays amis. Ici, à Banamba, plus de 1000 Nigérians des forces de la MISMA sont aux aguets, jour et nuit, prêts à se battre. En signe de reconnaissance, le Premier ministre Diango Sissoko s'est rendu à Banamba. En réponse à ce respect, le Premier ministre a eu droit à tous les honneurs des forces armées nigérianes. I have your permission to dismiss the guard, Your Excellency. Au cours de cette visite, accompagnée pour la circonstance par le ministre de la Défense et des anciens combattants, en présence du commandant des forces nigérianes et de l'ambassadeur du Nigeria, le Premier ministre a visité le camp, salué et félicité ces hommes assez déterminés. Je suis venu effectivement rendre visite au contingent nigérian de la MISMA. J'ai trouvé ici un climat qui me rassure. Trouver ce contingent s'est adapté très rapidement aux conditions du milieu. Il s'est parfaitement entendu avec et les populations de Banamba et les autorités administratives de la région de Koulikoro. La signature du livre d'or par le Premier ministre Diango Sissoko est aussi une félicitation et une reconnaissance qui a tout son sens, appuyée par la remise symbolique de bœufs aux troupes. C'est la satisfaction que j'ai éprouvée à l'issue de cette visite. C'est ce que j'ai écrit dans le livre d'or et j'ai remercié évidemment le contingent nigérian. Je l'ai fait au nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, du peuple malien, du président de la République, de toutes les institutions du Mali et à mon nom propre. La visite aux notabilités qui ne ménagent aucun effort pour soutenir ces forces amies de la MISMA a mis fin à cette visite du Premier ministre Diango Sissoko à Banamba. Voilà, à Banamba, il s'agissait pour le Premier ministre de discuter avec le commandement militaire, mais aussi surtout de rendre hommage à ces forces militaires engagées sur le front. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, en compagnie du vice-président de la Banque islamique de développement, s'est rendu, lui, hier sur le chantier de construction de la station de pompage d'eau de Kabala. Les travaux sont exécutés à environ 60%. Ils doivent prendre fin le mois de juillet prochain. Agali Ag-Agissa était de la visite. Voici son reportage. La construction de cette station compacte constitue la première étape de la réalisation du vaste projet d'approvisionnement en eau potable de la commune rurale de Kalabankourou. Les travaux de ce premier lot sur les 3 prévus avancent à hauteur de Souhé. Les ouvrages que nous avons eu l'occasion de visiter tout à l'heure comportent donc la construction d'une station compacte de traitement d'eau potable de 18 500 m3 jour, soit 925 m3 heure. C'est une des plus grandes stations compactes construites au Mali. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 65% de taux de réalisation des travaux. La réalisation de ce projet répond à des besoins d'urgence. Il s'agit d'approvisionner plus de 150 000 familles réparties entre Kalabankourou, Tchébani et Kabala en eau potable dans un délai de 3 mois. Il y a un déficit d'eau potable important pour la ville de Bamako. Et pour parer à ce déficit, il y a lieu de construire une nouvelle grande station structurante à Kabala. Le financement pour la réalisation de ce projet structurant, donc de ce vaste projet, n'est pas encore bouclé. En attendant, le gouvernement du Mali a envisagé des mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence ont consisté à réaliser une station compacte de production d'eau potable à Bako-Djikourni, à Manyambougou, et 2 stations nouvelles sont en train d'être réalisées à Missabougou et ici à Kalabankourou. Je suis très confiant, n'est-ce pas, au fait que cette station va commencer à fonctionner dans les 3 mois à venir.
ou du moins dans sa partie production eau potable, qui pourra être mise à la disposition de certains quartiers de Bamako pour soulager ou étancher leur soif. Le projet connaîtra son extension avec le démarrage des travaux de 2 autres lots. Le début de ces travaux est tributaire à un ajustement de financement qui connaît un déficit. Pas de problème, les partenaires financiers rassurent. Pour du projet, il y a eu des reports d'appel d'offres. Évidemment, tous les délais, le temps c'est l'argent, comme on dit. Donc c'est normal et justifié qu'il y ait ces ajustements. En tout cas, l'espoir de réduire la quête d'eau potable dans le district et ses environs reste permis avec la réalisation de ces projets. La mission européenne de formation des troupes maliennes se poursuit à Koulikoro. Elle doit former pendant 15 mois 4 bataillons de l'armée malienne. Le général François Lecointre, invité de l'émission Sur la ligne de front, précise les objectifs de cette mission. Il est au micro de Abbas Famouri Traoré. L'UTM, c'est au départ, à la fin de l'année dernière, une mission qui avait pour objet d'entraîner, j'ai bien dit entraîner, 4 bataillons de l'armée malienne qui devaient pouvoir ensuite, à partir de l'automne prochain, se lancer dans la reconquête du Nord en étant appuyés par une force interafricaine pour laquelle, par ailleurs, il y avait une résolution de l'ONU qui était en cours de préparation, qui est la 2085. Donc au départ, voilà ce que c'est que le UTM et voilà sur quoi on se lance quand on conçoit l'opération au mois de décembre et au mois de janvier dernier. Et bien sûr, à ce moment-là, est intervenue l'attaque des groupes djihadistes armés. Et l'attaque des groupes djihadistes armés a changé quelque chose. D'abord parce que la reconquête du Nord a été principalement le fait de l'opération Serval. Et ensuite parce que cette attaque a révélé ce qu'on n'imaginait pas à ce point-là, c'est-à-dire l'état de fatigue, de délabrement, de désorganisation profonde de l'armée malienne qui n'a pas été capable de résister. Et donc, à partir d'un concept original qui visait simplement à entraîner 4 bataillons, on a revu la mission pour en faire non seulement une mission d'entraînement, mais surtout une mission d'aide à la reconstruction de l'armée malienne. Actualité hors du Mali, direction le Kenya où Uhuru Kenyatta a prêté serment devant de nombreuses personnalités, dont une quinzaine de chefs d'État africains. La mobilisation était grande et ce sont près de 60 000 personnes qui ont fait le déplacement. Seuls les représentants occidentaux n'ont pas voulu s'associer à la fête. Tôt ce mardi matin, ils convergent vers le stade Kasarani près de Nairobi. 60 000 partisans d'Uhuru Kenyatta bien décidés à assister à la prestation de serment de leur champion un mois après son élection au premier tour de la présidentielle. Mon Dieu, il y a du monde. Je ne suis même pas sûr d'avoir une place à l'intérieur, mais je garde espoir. Moi, ce que je veux, c'est seulement m'amuser et voir le président, le 4e président du Kenya. Pour l'occasion, une quinzaine de chefs d'État et de gouvernements africains a fait le déplacement, mais aucun responsable occidental. C'est le signe d'un profond malaise, car Uhuru Kenyatta reste inculpé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, tout comme son vice-président William Ruto, pour leur responsabilité dans les violences post-électorales de 2007. Leurs procès respectifs doivent s'ouvrir d'ici quelques semaines. Tous deux ont promis de coopérer. Mais ce mardi, l'heure est à la fête. Acclamé par la foule, main sur la Bible, Uhuru Kenyatta prête serment 50 ans après son père Jomo Kenyatta, le père de l'indépendance et le premier président du Kenya. Moi, Uhuru Kenyatta, je jure fidélité et allégeance à la République du Kenya. Si la question de la Cour pénale internationale reste en suspens, cette investiture marque le point final d'un processus électoral qui, à la différence de 2007, s'est déroulé sans incident grave et ce, malgré un résultat serré.
Ici au Mali, à Tambakara précisément, en première région, se sont tenues le week-end dernier les journées de réflexion sur la situation au Mali. Il s'agissait de mettre les populations du Diafounou au même niveau d'information que les autres sur la situation qui prévaut actuellement au Mali, de maintenir l'élan de solidarité autour de nos forces de défense et de sécurité et enfin prier pour l'organisation d'élections libres et transparentes. De Yelimani, le reportage de Noumoukou Aga. Des 12 affects composantes, d'où l'organisation civile. L'organisation transparente et apaisée dans un pays déjà fragilisé par une crise sans précédent est un autre défi non moins important à relever. À l'issue de ces journées, les populations seront mobilisées jusqu'au total des régions occupées. Elles seront en outre édifiées sur les rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation au niveau communal. Ces journées leur permettront aussi de faire des prières et des bénédictions pour le repos de l'âme de toutes les victimes civiles et militaires de la guerre qui nous a été imposée par les bandits armés et pour l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées dans le Diafounou et sur l'ensemble du territoire national. Signalons que le Diafounou regroupe les communes rurales de Diafounou-Gouri, Diafounou-Djongaga, Konsiga et Marekafou. Le conseil régional de Mopti vient de faire un don de 2 tonnes de mil à l'hôpital Soumino-Dolo de Mopti. Cette action de bienfaisance en faveur du personnel socio-sanitaire a été possible grâce à l'appui de son partenaire, la région Centre de France. Les explications avec un de nos correspondants à Mopti, Mahamar Ibrahim Touré. Cette œuvre de bienfaisance du Conseil régional de Mopti en faveur de l'hôpital Soumino-Dolo de Mopti s'inscrit dans le cadre d'une action de reconnaissance des efforts consentis lors des attaques perpétrées au mois de janvier par les agents socio-sanitaires de cette structure. Nous sommes à la ligne de front. Tous les blessés et autres sont reçus ici à l'hôpital. Ils travaillent 24 heures sur 24. Nous avons estimé qu'en apportant notre modeste contribution, c'est-à-dire que 2 tonnes de mil, ça va être du bien pour le personnel et les encourager. Au nom du personnel de l'hôpital Soumino-Dolo de Mopti, le directeur général, médecin-colonel Boubacar Diallo, s'est dit ému par cette donation de 2 tonnes de mil. Vous imaginez tout le personnel qui s'est battu le 10 janvier pour prendre en charge dans une trentaine de minutes plus de 60 blessés qui étaient venus chez nous ici à l'hôpital. Et les autres qui ont suivi, les autres jours qui ont suivi, et que quelqu'un témoigne cette reconnaissance-là à notre envoi. C'est une grande satisfaction. Les actions du projet d'assistance alimentaire en faveur des populations déplacées étendues à l'hôpital Soumino-Dolo de Mopti par le conseil régional a été rendu possible avec l'appui de son partenaire, la région Centre de France. Santé à présent, et nous parlons de méningite. Les services de surveillance de la maladie nous indiquent qu'à la date d'aujourd'hui, avec un peu plus de 136 cas suspectés, qu'il n'y a pas d'épidémie de méningite au Mali. Et depuis 1997, année où notre pays a connu une épidémie de cette maladie, les cas de méningite sont en train de diminuer, surtout avec la grande campagne de vaccination de 2011. Mais cela ne devrait pas contribuer à faire baisser la garde, nous dit Tchessira Dambélé. La période de chaleur est connue chez nous pour son risque accru de méningite cérébro-spinale. Mais cette année, les services de surveillance des maladies affirment qu'il n'y a pas d'épidémie de méningite au Mali. À la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré 136 cas suspects de méningite répartis sur l'ensemble de la République. 136 cas suspects, dont un décès que nous avons répertorié jusqu'à la date de dimanche. Le seuil épidémiologique n'est donc pas atteint. À la même période l'an dernier, 473 cas suspects avaient été enregistrés contre 8520 en 1997, année d'épidémie. Avec la guerre antiterroriste, la collecte de l'information sanitaire dans la région nord du Mali est devenue difficile. La méningite est une inflammation des enveloppes de la moelle épinière et du cerveau. Sa forme bactérienne se transmet par les gouttelettes de sécrétion dans l'air, par contact direct avec une personne infectée et certains petits gestes peuvent diminuer les risques d'infection. Oui, la poussière, la chaleur. Par exemple, quand on balaye, il faut arroser avant de balayer. Ça, c'est des petits gestes. Il y a des gens qui conseillent de mettre de l'huile gomonolée, du beurre de karité dans les narines pour éviter
que la poussière ne vienne avec tous ces germes. Mais il est mieux de se faire vacciner. En 2011, le Mali avait procédé à la vaccination des personnes de 1 à 29 ans à Bamako et dans les capitales régionales, ce qui a contribué à réduire les cas de méningite de type A et C causant le plus d'épidémies. Et c'est ici que prend fin ce journal. Prochain rendez-vous de l'info, 18h avec Nyanya Alou Traoré. Et juste après, vous pourrez suivre en direct à partir de 18h45 le match Barça-Paris Saint-Germain au compte des quarts de finale de la Ligue des Champions avant la grande édition. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur l'ordre.